On peut peut-être commencer, c'est Édouard qui va commencer, Pierre ensuite, et puis Maxime, il a un prénom de circonstance pour la troisième intervention, et ils se présenteront eux-mêmes, on va pas trop loin dans cette présentation. Alors bonjour à toutes et à tous, l'idée c'est de commencer par un petit peu un bloc d'intervention de Pierre du CAUE et de moi-même, donc Édouard de l'agence d'urbanisme. L'idée c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par nature en ville, le concept, de revenir sur un bref historique, quelques préconisations générales que le service des espaces verts en avis connaissent déjà bien. Et puis ensuite un peu une application dans le cadre d'un paysagiste, et puis ce sera l'occasion de discuter un peu de différents exemples, voir ce qui marche ou pas. Donc l'idée c'est plutôt d'avoir un bloc comme ça au départ où il y aura plutôt des échanges au moment de l'intervention du coup de Pierre, voilà, qui rebondira un peu sur les éléments clés que je vais vous présenter en amont. Et puis donc ensuite l'intervention de Terre de Mars qui va être très enrichissante à mon avis. Alors tout d'abord, quand on parle de nature en ville, de quoi parle-t-on? Alors ça peut être à la fois des espaces connus, hein, on pense bien évidemment aux espaces verts, et également du coup donc à tout ce qui concerne les voies vertes, les voies douces, et on voit bien le lien entre du coup la nature et donc la mobilité douce. Mais également ça peut être du coup les jardins privés, donc là on passe sur un foncier non plus public mais privé, les berges des cours d'eau, les espaces agricoles, qu'ils soient urbains, périurbains. Et donc on aura un exemple tout à l'heure. Mais la nature en ville, c'est aussi des espaces plus méconnus. Donc on peut penser notamment aux cimetières et aux terrains de sport. On sait bien les difficultés qu'il y a notamment pour mettre en place du coup le zéro pesticide dans ces lieux où on a une attente sociale bien particulière. Et puis également les abords de voiries, donc on pense au trottoir, mais également du coup au parking perméable, avec du coup toutes les questions techniques que ça pose par rapport du coup à garder donc la technicité, la technique carrossable de la voirie, tout en ayant du coup la perméabilité du sol. Et puis dernier point, ça je vais l'aborder par la suite, du coup c'est aussi donc les lampadaires liés à la pollution lumineuse, et donc je vais l'aborder par la suite, la notion de trame noire. Quand on parle de nature en ville, j'ai plutôt envie, du coup, par rapport à ce que je vous ai présenté avant, c'est plutôt la notion des natures dans les villes, bourgs et villages. Donc, parce qu'on a à la fois du coup différents types de nature, comme je vous l'ai présenté en amont, qui vont avoir des conséquences du coup variées. Par exemple, une toiture végétalisée aura moins d'impact en termes de stockage de carbone qu'évidemment un espace vert de pleine terre. Et puis c'est dans des milieux urbains qui sont aussi tout aussi variés, c'est-à-dire que souvent on associe la nature en ville à un milieu urbain très dense où il y a des impacts sur la santé humaine assez forts, et pour autant la nature en ville ça concerne également donc, les différents bourgs et villages, surtout les villages provençaux dans notre cas. Donc quand on parle de nature, on parle souvent de trame écologique. De 5 trames écologiques. Et donc là, s'entremêlent un petit peu des visions à la fois de paysagistes et d'écologues. Du point de vue de l'écologue, vous connaissez peut-être les deux trames principales qui sont du coup la trame verte et bleue, qu'on retrouve du coup dans les documents de la planification jusqu'au projet d'aménagement. Donc trame verte, tout ce qui concerne du coup la surface végétalisée, donc à même le sol. Trame bleue, tout ce qui concerne les cours d'eau, les zones humides. Et puis du coup toutes les connexions qui peuvent se faire entre ces différents habitats écologiques. Mais il y a aussi 3 autres trames, on commence petit à petit à en parler, et c'est très bien. Donc c'est notamment la trame brune, donc là c'est tout ce qui concerne la biodiversité du sous-sol, c'est très important, et donc le message de Pénapac qu'il faut faire passer quand on parle de nature en ville, c'est qu'il faut privilégier bien entendu les espaces de pleine terre. Hein, ça c'est l'élément essentiel. Et donc dans cette trame brune il se passe beaucoup de choses. Il y a notamment la connexion entre les arbres grâce à la mycorhize. Donc la mycorhize c'est donc un système de relation entre du coup des champignons et le système racinaire de l'arbre. Donc ça je vais y revenir aussi par la suite. Et puis il y a tout un tas de petites bestioles, on va dire, très intéressantes qui sont indispensables du coup à la vie qu'on trouve donc, dans le sous-sol. 2 autres trames intéressantes, trame aérienne et trame noire, donc qui sont un petit peu complémentaires. Donc quand on parle de trame aérienne,
L'idée, c'est d'essayer d'établir des endroits où il n'y a pas d'obstacles aériens. Donc on pense aux immeubles avec les surfaces vitrées, on peut penser également, mais on n'est pas concerné ici, aux éoliennes, mais également aux ponts. Voilà, différentes structures qui peuvent du coup casser la continuité pour toute la faune volante. La trame noire, du coup, là aussi, ça peut être une coupure, donc on se retrouve avec voilà, de la lumière en pleine nuit qui peuvent du coup être un obstacle, notamment pour les chiroptères, donc les chauves-souris. Voilà un petit peu la définition globale de la nature, si on le prend sous l'angle des trames écologiques. Et puis le milieu urbain, alors c'est un milieu qui est évidemment très contraint. Donc on se retrouve avec un milieu qui va être en général plus chaud et plus sec que ce qu'on peut trouver donc, en périphérie périurbaine ou rurale, avec des écosystèmes du coup qui sont isolés et du coup plus vulnérables. Donc tout l'enjeu c'est de retrouver cette continuité avec à la fois les différents écosystèmes en milieu urbain et puis les écosystèmes qu'on trouve en périphérie des villes et des villages. Et puis il va y avoir une pression anthropique, donc c'est de moins en moins le cas, mais on peut quand même avoir donc, certaines personnes qui peuvent un petit peu saccager les différents troncs d'arbres, et donc par cette action en fait c'est un vecteur de diffusion des éléments pathogènes et des maladies donc à travers l'écorce qui va être abîmée, qui va être saignée. Il va y avoir évidemment des notions de pollution plus importantes qu'en milieu donc, rural et périurbain, donc pollution d'air lumineuse comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis dernière chose, et pas des moindres, c'est le fait que les sols sont plus propices du coup, au développement des végétaux, à la fois de par les différents obstacles qu'on peut trouver, donc tout ce qui va concerner les réseaux, d'équipements, qu'il s'agisse d'assainissement ou des réseaux énergétiques, de distribution de l'énergie, mais également on va avoir des sols qui vont être parfois tassés, et puis dû à l'imperméabilisation des sols, on va avoir des sols qui vont se retrouver parfois gorgés d'eau, ou à l'inverse des sols très secs. Il faut savoir, je vais y venir par la suite, qu'un arbre respire aussi au niveau de son système racinaire, et du coup si on se retrouve à avoir un trop plein d'eau au niveau donc, du sous-sol, les racines peuvent du coup être totalement asphyxiées, ce qui provoque du coup la mort de l'arbre, de l'arbuste ou des différentes plantes. Et donc le fait que ces sols soient peu propices rend la relation entre du coup ce que je vous disais tout à l'heure, donc les champignons, donc qu'on appelle le mycélium, et du coup le système racinaire d'autant plus important, parce qu'en fait grâce à cela, alors ça, je vais y venir après du coup, mais grâce à cela, en fait, les nutriments, en fait, les champignons permettent d'absorber davantage de nutriments, parce qu'on va avoir du coup une amplitude plus importante que si on avait uniquement le système racinaire de l'arbre. Et en échange, du coup, l'arbre fournit du coup les nutriments, voilà, et donc les champignons, excusez-moi, je me suis emmêlé, aident à capter les minéraux des sols. Et donc, en échange, du coup, l'arbre fournit les nutriments pour le développement du champignon. Donc voilà la relation très importante, notamment au milieu urbain, donc entre du coup le mycélium et le système racinaire. Alors bref, historique. La nature en ville, ça a toujours été le cas, mais le rapport de la nature à l'homme a beaucoup évolué. Donc au départ, en fait, sous l'Antiquité, l'arbre c'est très symbolique. Donc on pense au Jardin d'Éden, entre autres. Voilà, en gros, j'ai d'autres exemples, je ne les ai pas forcément en tête, mais voilà, on est vraiment sur l'arbre symbole. Et puis après, au niveau du Moyen-Âge, on est plutôt à l'arbre utilitaire. Donc là, l'idée c'est plutôt d'avoir une ville qui va se couper du coup du milieu naturel, parce que l'homme ne le connaît pas, ne le maîtrise pas, du coup il va plutôt chercher à s'en éloigner. Et donc l'arbre peut se retrouver de manière isolée, donc en milieu villageois, pour ses utilités, type notamment l'arbre au milieu d'une place, donc, qui sert du coup à pendre les condamnés. Voilà. Ou alors on retrouve aussi l'utilisation des arbres, bien évidemment, pour l'armement, les menuiseries. Voilà. On est vraiment sur un arbre utilitaire. Ensuite, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, là on commence à avoir les premières promenades, où là l'idée c'est plutôt de démontrer le savoir-faire de l'homme et on va dire sa supériorité voilà, sur la nature, tant que ce soit le cas. Et du coup, on se retrouve, donc là, voilà une petite photo de la rade de Toulon,
qui montre bien cela, donc les premières promenades. Au niveau local, au XVIIe siècle, arrivent les cultures maraîchères et les premières pépinières du coup, en périphérie des villes. Voilà, on pense notamment donc, au bassin de l'île. Ensuite, les premiers parcs publics pensés avec la ville arrivent donc au XIXe siècle. Et donc là, c'est notamment le cas donc, des premiers parcs à Paris, les deux bois assez célèbres, Bois de Boulogne et Bois de Vincennes. C'est à la fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle de mémoire. Et puis au XIXe siècle, on a aussi l'acclimatation des essences orientales sur notre territoire, avec notamment l'exemple du jardin Riquier à Hyères, qui est en fait un jardin d'acclimatation, enfin une annexe du jardin d'acclimatation de Paris. En fait. Voilà, et donc arrivent les premiers palmiers sur le territoire un petit peu, et l'idée c'est de montrer le savoir-faire de l'homme sur l'implantation de ces nouvelles essences en milieu méditerranéen. Je vais y venir par la suite, mais fin 19e siècle, c'est aussi l'arrivée du concept de ville-jardin à Hyères, qui est vraiment une référence de bioclimatisme qu'on essaye de remettre en place de nos jours. Au XXe siècle, là, on arrive du coup à la fracture liée aux deux grandes guerres notamment, et donc la ville a plus tendance à oublier la nature. Et donc, suite aux deux grandes guerres, notamment, on est plutôt donc, dans une notion urbaine de vie du coup fonctionnaliste. On veut une zone pour les logements, une zone pour l'emploi, une zone pour les activités. Et du coup, suite aux deux grandes guerres, on a aussi un petit peu une perte de connaissances et de savoir. Et donc c'est à ce moment-là, donc dans les années 60, 70, jusque dans les années 90, on commence à avoir des événements d'élagage sévères qui du coup fragilisent les arbres, d'avoir aussi du coup de l'enrobé qui arrive jusqu'au tronc de l'arbre, et qu'on n'a plus du tout de perméabilité des sols, bref des pratiques qui maintenant se font de moins en moins, mais du coup qui à l'époque était un petit peu la règle. Et donc au niveau des lagages sévères, juste quelques idées reçues à l'époque. Du coup, l'idée c'était de dire, bon bah voilà, mon arbre il produit trop d'ombre, je coupe de manière assez drastique, sauf qu'en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout la bonne méthode, parce qu'en fait les différents rejets de l'arbre vont engendrer une densité d'autant plus importante l'année suivante, donc on n'aura pas du tout moins d'ombre. De même, par rapport à la sécurité, c'est pas parce qu'on coupe du coup une grosse branche qu'on va augmenter la sécurité, bien au contraire, parce que du coup, les rejets poussent au niveau du coup des bourgeons adventices, et donc à ce niveau-là, en fait, on a une fragilité mécanique qui se vérifie, et du coup, on va avoir au contraire une tendance à avoir des branches qui tombent plus facilement par la suite. Et puis, donc, on arrive au XXIe siècle. Donc voilà, on y est, où la ville ne peut plus être pensée sans du coup le génie écologique. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir la nature en ville, de la présenter comme une des solutions par rapport à l'enjeu climatique que nous connaissons tous. Sachant que du coup, voilà, ce qui est essentiel comme message, c'est qu'en fait, au XXIe siècle, on n'est pas là pour réinventer la notion de nature en ville, bien au contraire, c'est juste que maintenant, on a plus de facilité pour théoriser ce que faisaient nos anciens et les bonnes pratiques qu'il faut. Donc l'exemple de la ville-jardin, donc là vous voyez, ce qui est très intéressant, donc ça a été développé du coup au XIXe siècle, on se retrouve avec des jardins qui sont donc au sud, donc on est exposé là nord-sud, la photo retranscrit bien l'exposition. Donc vous voyez au sud on a les jardins qui permettent du coup d'avoir voilà, une bonne exposition. Le bâti, lui, est du coup au nord, ce qui permet de couper un petit peu en hiver par rapport au Mistral, qui vient donc du nord-nord-ouest. Et puis également, on a quand même du coup des alignements d'arbres, que ce soit du coup au sud de la Voirie, mais également du coup au nord, qui permettent d'avoir une continuité végétale le long des voies. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, et du coup, le fait que les jardins soient au sud, donc on a plutôt des arbres à feuilles caduques, ce qui fait que du coup, l'hiver, on n'a pas de feuilles, donc on va plutôt avoir du coup le soleil qui va illuminer l'ensemble du bâti et donc va réchauffer les pièces. Et à l'inverse, en été, où le soleil est plus haut, grâce en fait au feuillage, en fait, il va y avoir du coup de l'ombre et donc le bâti va être rafraîchi.
Alors, les différents bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est les regrouper un petit peu selon les 4 angles, en fait, qu'on appelle les déterminants de la santé. C'est une notion qui est un petit peu utilisée pour lier santé et urbanisme. Et donc, les 4 grands piliers sont donc l'environnement physique de la ville, l'environnement socio-économique, le cadre de vie et le mode de vie. Et donc, si on regarde la nature en ville selon ces 4 grands domaines, on s'aperçoit qu'elle nous rend pas mal de services. Prioritairement, ce sont les espaces du coup, de pleine terre qui rendent la majorité de ces services. Je reviens encore dessus. Donc, par rapport à l'environnement physique, ce qui est très intéressant, c'est bien évidemment en lien avec la qualité de la gestion de l'eau. Donc, on va avoir des sols perméables, et donc on va avoir un cycle de l'eau qui est de nouveau fonctionnel. En termes de biodiversité, ça je vais y venir par la suite, mais notamment selon les essences d'arbres, on va avoir du coup une biodiversité qui peut varier. La qualité de l'air, la qualité des sols, le stockage de carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'environnement socio-économique, oui, la nature en ville, c'est ce qui permet de créer du coup des emplois. Alors les plus directs, ça va être les emplois liés aux espaces verts, mais c'est loin d'être les seuls emplois que cela procure. Et puis également le lien social, donc dans les parcs urbains, également intéressant. Au niveau du mode de vie, je vous en parlais tout à l'heure, la mobilité douce. Mais également l'alimentation locale et puis les différentes activités sportives et récréatives. Et enfin, cadre de vie. La nature en ville, c'est aussi des zones de calme, par rapport du coup à tout le bruit environnant du milieu urbain. C'est aussi une zone de rafraîchissement, donc je vais vous expliquer un petit peu la manière dont ça fonctionne. C'est aussi une ambiance avec des odeurs, avec des paysages. Et puis, maintenant, c'est de plus en plus clair que la nature en ville, c'est ce qui permet d'augmenter l'attractivité du territoire, et notamment d'un point de vue purement économique. Alors, donc un petit zoom sur le fonctionnement de l'arbre. Donc comment ça se passe? Donc on va avoir du coup une consommation d'eau au niveau du système racinaire, et donc les minéraux qui sont captés via les racines, et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les racines et donc les champignons sont captés au niveau donc, du sous-sol, passent donc dans la sève brute, et donc se retrouvent au niveau du système foliaire. À ce niveau-là a lieu 2 phénomènes intéressants. À la fois l'évapotranspiration, c'est le passage du coup de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, et c'est ça qui permet en fait de faire face à la gravité et donc de faire remonter la sève. Donc voilà. Deuxième phénomène intéressant, bien sûr, c'est la photosynthèse, qui permet donc du produire de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone, et donc d'atténuer le changement climatique. Et puis, autre chose aussi quand même importante à ne pas oublier, c'est qu'il y a aussi des phénomènes de respiration, mine de rien. Donc là, à l'inverse, on va avoir plutôt donc, une production de dioxyde de carbone et une consommation d'oxygène. Et donc, suite à la photosynthèse, donc, sont produits du coup de l'énergie sous forme de sucre. Donc en fait, tout cela du coup redescend, on va dire, dans la sève élaborée, ce qui permet du coup de nourrir notamment donc, le système racinaire et donc les champignons associés. Les moyens de rafraîchissement. Donc je vous ai parlé de l'évapotranspiration qui permet du coup de faire monter la fameuse sève brute jusqu'en haut du système foliaire, et puis du coup le vrai intérêt c'est que ça rejette de l'eau, ce qui va permettre du coup de rafraîchir l'atmosphère environnante. Et deuxième phénomène, deuxième moyen de rafraîchissement, c'est du coup l'ombre que procure l'arbre. Donc voilà, pour un rayonnement émis on va dire de 100%, il faut imaginer qu'on a à peu près 20% grâce à l'arbre qui est retranscrit du coup au niveau du sol. Ça veut dire 80% du rayonnement est capté au niveau de l'arbre. C'est quand même énorme. Dernière chose aussi, une petite sensibilité que je voulais faire, c'est que du coup, au moment, donc en plein hiver, on va avoir très peu d'évapotranspiration parce qu'on a du coup peu de feuilles. Donc on va avoir une bonne infiltration de l'eau et donc une recharge des nappes phréatiques. A l'inverse, en été, du coup, comme on va plutôt avoir une forte évapotranspiration, on va avoir une faible infiltration d'eau. Et on voit que l'effet du changement climatique, du coup, eh ben, c'est que petit à petit, on va avoir une période du coup avec le système des feuilles en place. On va avoir une situation estivale, on va dire, beaucoup plus importante sur la période de l'année, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de recharge des nappes. Donc c'est
C'est en tout cas un phénomène à prendre en compte et à anticiper, on va dire. Quelques chiffres clés, 20 kg, c'est la quantité de particules du coup présentes dans l'air qu'un arbre adulte peut absorber en un an. C'est quand même pas rien. Un autre chiffre qui est intéressant, 423, c'est le nombre d'espèces faunistiques qu'on retrouve sous un chêne. Autant vous dire que sous un palmier, on ne trouve pas tout à fait la même biodiversité. Moins 0,5 à moins 2 degrés, c'est l'effet du coup de rafraîchissement des végétaux en milieu urbain. Et puis une autre information intéressante, c'est les fameux 5 dollars de la ville de New York. Donc c'est tous les bienfaits en fait que procure la nature permettent d'économiser, enfin de rentabiliser, on va dire 5 dollars par dollar investi. En gros, c'est une moyenne que la ville de New York a fait. Alors cette fameuse nature en ville, il faut la prévoir dès la planification. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents articles que l'on peut mobiliser dans le cadre des documents d'urbanisme, donc les plans locaux d'urbanisme qui permettent de cadrer du coup le développement ou l'aménagement urbain. Mais sachez qu'il est possible d'avoir du coup des coefficients, soit des coefficients de pleine terre, des coefficients de végétalisation qui permettent par parcelle de dire voilà, on ne construit pas au-delà de temps de surface. Sachant que du coup, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler en amont, parce que je vous donne un exemple donc, autour d'Aix. Dans certains quartiers urbains, il avait été dit, bon, je n'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, un certain coefficient de pleine terre. Sauf qu'en fait, il y avait une demande sociale assez forte pour du coup avoir des piscines. Et en fait, les petites parcelles se retrouvaient avec une incapacité à mettre en place des piscines. Et du coup, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une modification du PLU qui a considéré que les piscines étaient de la pleine terre. Donc voilà, c'est pour vous dire que si on n'anticipe pas bien les choses et les demandes sociales, on se retrouve avec des contradictions du coup énormes. Donc voilà, c'est important de l'avoir bien en tête. Et puis donc l'autre aspect, donc là c'était plus les aspects de limiter l'imperméabilisation des sols, mais il y a aussi une notion de préserver les espaces végétalisés avec là différents, on va dire, différents zonages possibles ou identification d'éléments à préserver. Deuxième point, au moment de la planification, ce sont les OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation. Donc c'est à côté une pièce en plus du règlement qui permet aussi d'aborder des thématiques. Là, je vous prends l'exemple de la Garde où a été développée une OAP sur la nature en ville. L'idée, c'était d'identifier les espaces verts et autres espaces végétalisés à préserver, les espaces à restaurer, soit désimperméabilisés, soit végétalisés, et puis également les liaisons qui permettent de connecter ces espaces entre eux. Ça peut être à la fois des alignements d'arbres, des projets de voies douces, et puis bien entendu les cours d'eau et les ripiscibles, donc les berges des cours d'eau, à préserver. Associé à cela, on retrouve également des usages, voilà, donc terrain de sport, également les différents parcs, ou encore zones d'expansion des crues. Ce qui est intéressant avec ces OAP, c'est bien élaboré dans le cadre d'un PLU, donc on est bien au niveau de l'urbanisme, et pour autant, ce n'est pas forcément le service de la collectivité qui va forcément porter ce message-là. Typiquement, là, à la Garde, on est plutôt sur des espaces publics. Et du coup, qui porte ce message-là, ça va être plutôt le service espace vert, le service voirie au niveau des liaisons. Dans les OAP nature en ville, où il y a à la fois du coup des parcelles privées et des parcelles publiques, donc sur les parcelles publiques, on serait plutôt sur les services espaces verts et services éco qui portent le document, et sur les parcelles privées, là plutôt sur les services instructeurs qui permettent de sensibiliser. Et donc le vrai avantage de ces OAP, c'est de territorialiser un concept. Quand on parle de nature en ville, voilà, on ne sait pas où c'est, bah, grâce à ça, on priorise un petit peu les zones clés, on dit bon ben voilà, ce projet, il faut d'abord le mettre en œuvre à tel ou tel endroit. Maintenant, quelques préconisations de gestion écologique en vrac, et puis ensuite je passerai donc, la parole à Pierre qui, du coup, permettra d'illustrer un peu la mise en œuvre ou pas de ces pratiques, et puis de discuter avec vous là-dessus. Donc, tout d'abord, l'idée, je vous l'ai déjà dit, c'est de privilégier les espaces de pleine terre où on retrouve les trois strates, herbacées, arbustives, arborées. Hein, ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui permet de rendre l'espace d'autant plus robuste, notamment avec le milieu urbain contraint, comme je vous explique
Deuxième aspect intéressant, c'est au niveau du coup des trottoirs, comment est-ce qu'on les végétalise. Donc le permis de végétaliser, c'est en fait une charte qui est signée entre du coup les citoyens et donc la collectivité, qui permet de dire bon, le trottoir normalement c'est la collectivité qui s'en occupe. Vous, habitants donc, de telle zone, je vous laisse la possibilité d'enlever du coup le bitume sur 30 cm on va dire, et vous plantez des grimpantes ou bien des potagers. Voilà. Et donc il y a comme ça une mise en place d'une continuité verte sur une voirie où on peut avoir une emprise assez faible, qui est possible. Deuxième outil intéressant, la charte de l'arbre. Avignon est en train de le mettre en place. Où là, l'idée, c'est d'avoir à la fois un aspect communicant auprès du grand public sur ce que procure l'arbre, les différentes choses que je vous ai présentées tout à l'heure, et puis également des fiches actions beaucoup plus techniques. Là, l'idée, c'est de savoir comment on élague, comment on protège un arbre, voire même comment on le sélectionne. Parce qu'une des choses essentielles à avoir en tête, c'est du coup d'avoir une palette végétale adaptée au climat méditerranéen. Et là, voilà un exemple pour ce qui concerne donc, la strate arborée, donc les arbres. Il y a on peut considérer qu'il y a 6 critères un petit peu pour les sélectionner. Donc le stockage de carbone, tous les arbres ne stockent pas la même quantité de carbone, l'impact sur les îlots de chaleur urbains, la lutte contre la pollution atmosphérique, l'intérêt pour la biodiversité, la résilience au changement climatique et les potentiels non allergisants. Là, je viens de vous présenter l'argumentaire du stop au palmier. Parce que le palmier répond à uniquement 2 de ces 6 critères, c'est-à-dire à la limite le potentiel non allergisant et la résilience. Par contre, intérêt pour la biodiversité très faible, lutte contre la pollution atmosphérique très faible, impact sur les chaleurs urbains évidemment très faible, et stockage de carbone là aussi très faible. Donc voilà un argumentaire un peu pour sensibiliser du coup aux différents intérêts. Donc un exemple de palette végétale que je trouve très intéressant, c'est issu du coup d'un document qui s'appelle Mon jardin méditerranéen au naturel, du coup qui a été produit par l'ARP. Vous pouvez le trouver donc sur internet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils reviennent sur les différentes essences d'arbres, mais également pour ce qui concerne les arbustes, les plantes grimpantes et du coup les plantes couvre-sol. Et donc ils essayent de trouver des espèces plutôt spontanées ou qui viennent du milieu méditerranéen. Et puis donc ils précisent si c'est plutôt des plantes à développer en milieu acide, en milieu basique. Et puis voilà les différents impacts, les différentes conditions pour les mettre en œuvre. En termes de préconisation de gestion écologique, il y a évidemment la notion de restaurer la continuité des écosystèmes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, un exemple avec la perméabilité des clôtures, des choses qu'on peut prévoir dès le règlement des documents d'urbanisme, et puis après, le mettre en œuvre au quotidien, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir, au moment de la création d'un projet d'urbanisme, mais le tout c'est de le faire vivre après, et c'est d'autant plus compliqué. Donc là, vous voyez des petits exemples. L'idée, c'est d'avoir la perméabilité du coup à la petite chose. Où là, on voit en fait un petit peu les cas qu'on peut retrouver notamment donc, ici à Sainte-Maxime. On voit notamment voilà, certains parcs où on n'a plus la connexion en fait avec les berges du côté. Autre aspect aussi pour préserver la continuité, c'est au niveau des lisières forestières, donc à la fois comment gérer le risque incendie et essayer de garder les différentes strates herbacées, arbustives et arborées au niveau du coup, des obligations légales de débroussaillement. Donc là on est au niveau du chemin des Saquets à Sainte-Maxime. On voit très bien les obligations légales de débroussaillement à 50 mètres du coup de la maison. Et l'idée c'est comment essayer de retrouver peut-être une gestion écologique dans cette zone pour garder la continuité du coup entre la nature en ville et du coup l'espace plus éloigné beaucoup plus de la chose. Dernier aspect, c'est que toutes ces préconisations de gestion écologique elles peuvent être valorisées par la collectivité quand ça concerne la collectivité. Donc il y a notamment les labels Terre Saine qui permettent d'engager et de montrer que la commune est zéro phyto, bien que ce soit de toute façon maintenant une obligation. Puis les villages étoilés, là aussi c'est pour mettre en avant du coup les différentes mesures qui sont faites. Et enfin, territoire engagé pour la nature. Là on est sur un label régional qui permet de mettre en avant les bonnes actions par rapport à ce sujet. Un label intéressant, c'est le label végétal local. Donc là, certains d'entre vous connaissent sûrement. Ça permet, en fait, le principe, c'est que les pépiniéristes en fait, prélèvent du coup des plants dans le milieu naturel.
ce qui fait qu'on est sûr de retrouver des essences méditerranéennes. Et après, du coup, évidemment, une fois que, ils remettent également, ils replantent également là où ils ont prélevé. Ce qui fait qu'en fait, après, on se retrouve avec une vente de plants uniquement du coup du milieu méditerranéen. Le problème, c'est que c'est encore des labels en cours de développement et on a peu de pépiniéristes sur le territoire qui permettent du coup d'acheter. Un petit appel à projet de l'agence de l'eau qui vise à désimperméabiliser les sols des cours d'école, des lycées et des collèges. Donc là, je vous invite à regarder plus en profondeur. Voilà, on est vraiment dans l'objectif de retrouver de la nature en vie et de désimperméabiliser les sols. Vous avez jusqu'au 15 septembre 2020 pour déposer les projets. Voilà, j'en ai terminé. Là, c'était un exemple à Auriol où on gère du coup les différents usages, à la fois par rapport au risque et puis par rapport à l'espace vert, et ça a été financé via l'agence de l'eau. Je laisse tout de suite la parole à Pierre qui va vous montrer différents exemples, et puis à l'issue de cela, on pourra échanger tous ensemble. Voilà.